Vous avez certainement assisté lors de retransmissions d'événements sportifs à des compétiteurs visualisant et vivement le mouvement avant de l'effectuer réellement. On parle de visualisation et de performance. Est-ce efficace? Comment cela fonctionne-t-il vraiment? C'est ce que nous découvrons de suite avec Éric Lacroix, coach sportif, préparateur physique et mental, professeur et directeur du service des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion. Bienvenue dans ces causeries du sport. Donc nous poursuivons cette série sur l'exploration mentale avec Éric Lacroix que nous sommes heureux de retrouver pour ce 3e épisode. Bonjour Christophe. Bonjour Éric, alors très heureux de vous retrouver et donc vous nous proposez aujourd'hui de nous intéresser à la visualisation et à la performance. La visualisation dans la performance sportive, l'art de voir avant de réaliser. Alors qu'est-ce que l'on appelle réellement la visualisation ? C'est un vaste sujet, notamment on va se référer nous vraiment dans le contexte sportif, donc parce que visualiser c'est quelque chose qu'on a, c'est un sens en fait, la vision parmi nos différents sens, on le verra tout à l'heure, il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont liées à la visualisation, mais la visualisation en fait on l'a définit dans la pratique sportive comme une sorte de visualisation finalement d'imagerie visuelle, c'est-à-dire qu'on va se représenter quelque chose. Mais attention parce qu'on peut aussi aller vite fait dans l'imaginaire et dans le côté fantasia, même presque philosophique de nos anciens penseurs. Je pense qu'il faut ramener ça vraiment sur le versant lié à la pratique physique qu'on va avoir, c'est-à-dire on va faire du ski, on va faire de la gymnastique, on va faire un sport. Et en fait, la visualisation, on va le voir aussi, il y a une autre définition qui s'appelle l'imagerie motrice, va nous permettre, peut nous permettre, je dis bien, de nous aider en fait à performer, à aller tendre vers une meilleure performance, parce que souvent on peut créer de l'anxiété de performance, on l'a vu dans les premières causeries. Et notamment, là, la visualisation peut amener à un champ différent, finalement, de se positionner déjà dans une configuration par rapport à la pratique, c'est-à-dire par rapport à un geste, par rapport à une situation, par rapport à une notion. Finalement, on parlait d'anxiété de performance. Avant une compétition, mettre le pied sur la ligne de départ, par exemple, peut nous rendre anxieux. Et finalement, d'avoir visualisé en amont et de se dire, d'avoir une position finalement différente, consciente par rapport à ça, peut nous amener à être moins anxieux. Alors, est-ce un art, l'art de voir avant de réaliser? C'est le titre que vous avez proposé. Donc, est-ce un art au sens propre? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, cette visualisation? Est-ce que ça fait partie des compétences que doivent acquérir des sportifs, et en particulier les personnes qui sont des sportives de haut niveau? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous ai amené quelques petites diapos pour alimenter, pour amener le débat progressivement. Vous voyez, vous demandiez un peu une définition et vous voyez la maîtrise de la visualisation. C'est vraiment ce côté du fait d'imaginer sciemment des scènes ou des expériences. On l'a expliqué un petit peu, mais là on va vraiment plus préciser un petit peu davantage, notamment dans l'esprit pour influencer positivement les performances et les états émotionnels. Les états émotionnels, on l'a vu, il y a du stress physiologique, après il y a un état émotionnel. On va essayer de justement d'avoir finalement la position, vous voyez, de pouvoir de contrôler, on le reverra, mais un peu de contrôle par rapport à ça, et la notion temporelle. Mais vous voyez bien que à la base, il y a quelque chose qui peut démarrer, qui est plus dans le domaine de l'inconscient, la mémoire inconsciente en fait, comme un peu la Madeleine de Proust. Vous vous souvenez, si vous avez lu ce gros volume de Proust, qui va tremper la biscotte dans en fait, on dit une madeleine, c'est une biscotte a priori, dans le thé, et ça va lui amener plein d'imaginaires et plein de souvenirs de manière inconsciente. Mais il y a aussi une manière de mémoire aussi consciente. Donc c'est là on va jongler entre les deux. Nous, on va aller plus vers le côté, vous voyez, du conscient, même si on sait que dans la visualisation, il peut y avoir aussi du domaine de l'inconscient. On peut amener, alors attention aussi, parce qu'on peut aller dans les domaines de l'hypnose, on peut aller dans les domaines finalement d'un état de conscience modifié. La visualisation, elle est plus précise. C'est ça, parce c'est pour ça qu'on parlait d'imagerie motrice. Oui, parce que pour vous, en fait, vous êtes un coach sportif, un entraîneur, vous formez
des sportifs, vous donnez aussi des cours à l'université à des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, mais qui veulent faire une pratique loisir du sport. Est-ce qu'on peut imaginer que cette visualisation soit intéressante pour tous les types de pratiquants ? Bien sûr, évidemment, puisqu'on visualise pratiquement tout le temps, on se représente, en fait, on va mettre en mémoire. On a une mémoire inconsciente qui va venir, comme on l'a vu, mais on a aussi une mémoire consciente. On a mis encodé. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une causerie complète sur la mémoire, parce que c'est très, très, très complète entre l'encodage, etc. Mais là, en fait, pour tout sportif, quel qu'il soit, c'est important à un moment donné de pouvoir visualiser, de se mettre dans une situation aussi où on va peut-être anticiper aussi finalement la pratique sportive, le geste sportif, le pattern gestuel. Donc évidemment, on en fait tous plus ou moins sans le savoir. Sans le savoir. Alors vous expliquiez la causerie précédente, notamment vous parlez de pattern, les chemins neuronaux en fait qui sont mis en œuvre pour, je dis justement, pratiquer, avoir dans l'exploration mentale, développer des capacités qui quelquefois peuvent être développées grâce à la visualisation. Tout à fait, c'est la plasticité neuronale qu'on a évoquée, la plasticité cérébrale, après ça dépend de la définition un peu qu'on a. Ce qu'on a vu dans l'émission précédente. Exactement, en fait, on va mettre en place des nouveaux schémas. Et ce qui va être intéressant là, dans le côté de la visualisation, c'est de voir justement à un moment donné que le sportif peut bloquer dans certaines situations sur un geste, il va pouvoir bloquer aussi sur une situation, quelle qu'elle soit. On parlait de l'anxiété de la performance à l'instant, mais ça peut être aussi un geste très technique, ça peut être aussi une tactique, ou ça peut être même presque, on le verra, aussi quelque chose de collectif au niveau de l'équipe. Donc, il y a une part, vous voyez, dans le document de visualisation et d'inconscient, parce qu'on a un côté mémoire volontaire, involontaire, mais il y a aussi ce besoin, vous voyez, d'ancrage et de réappropriation du réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on parle d'ancrage vis-à-vis de la situation, c'est-à-dire elle peut être utilisée, vous voyez, comme un ancrage pour raviver des images, des souvenirs qui peuvent être fantastiques, ou tout simplement des gestes à parfaire ou à expérimenter, à faire progresser. C'est ça. Donc on va aller finalement, votre travail en tant que préparateur mental en particulier, lorsque vous travaillez sur ces aspects-là, c'est d'aller avec le sportif, aller rentrer en profondeur finalement dans ses souvenirs, dans sa mémoire, dans son histoire, pour de temps en temps, pourquoi pas aller raviver des choses qui vont lui permettre d'être plus performant. Oui, alors c'est là où... éviter celles qui peuvent lui nuire. Oui, c'est ça, c'est là où il faut être assez précis. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette première introduction, où on peut vraiment aller dans la mémoire involontaire ou la mémoire volontaire, parce que on peut aller aussi dans l'imaginaire. Il faut être très vigilant par rapport à ça aussi. C'est-à-dire l'imaginaire, il peut être très positif, comme aussi quelque chose qui va aller, on le verra aussi dans certaines émissions, notamment ce qu'on appelle le roi soleil, c'est-à-dire s'imaginer tout de suite être gagnant, être vainqueur de l'épreuve, etc. Ça, c'est pas forcément bon. Parce qu'il faut revenir, tout préparateur mental le dira, l'essentiel, c'est de revenir vraiment aux aspects tactiques, techniques, etc., de la maîtrise et cette motivation de maîtrise qui est fondamentale pour progresser, pour avoir un schéma de performance, parce que la performance, c'est l'optimisation d'un potentiel tourné vers un objectif. Vous voyez, donc on va optimiser son potentiel. Ça veut dire que là, le potentiel, à un moment donné, la visualisation peut être mise justement dans le circuit de progression de l'athlète pour aller vers cette performance et cet objectif qu'il vise. C'est en ce sens donc que cette visualisation va aider le sportif en fait. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est donc bien cadré quand même. On n'est pas dans le domaine de l'imaginaire. On développe des outils qui vont pouvoir être réutilisés en cours de séance ou avant la séance pour justement performer. C'est tout à fait ça. Et en fait, dans la préparation mentale, c'est un peu comme dans la préparation physique. On a, dans une préparation physique, des drills, c'est-à-dire des outils, des exercices qu'on va faire pour muscler, pour faire pas mal de choses, de la motricité, de la mobilité, etc. Et j'en passe. Eh bien, dans la préparation mentale, vous avez aussi des drills. C'est-à-dire que on doit accompagner. Par exemple, je vous donne l'image très belle image de Lindsey Vonn, qui a une grande championne en ski de descente. En fait, en ski, on voit bien, par exemple, la visualisation, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'ils vont à des vitesses extrêmes, plus de 100 km/h dans les descentes, etc. Donc, ils ont besoin, à un moment donné, de rester dans le calme, dans la concentration, mais aussi
de visualiser l'objectif. Vous voyez, notamment visualiser aussi le geste qu'ils vont faire. La descente peut durer 1 minute 15, 1 minute 30. Et là, on voit bien, d'ailleurs, souvent avant les championnats, les grandes compétitions, les athlètes, les skieurs, entre guillemets, faire le geste. On voit bien qu'ils font le geste un peu avec leurs mains. Ils reproduisent vraiment la piste dans leur cerveau et ils s'imaginent vraiment dans la pente. Et ils vont refaire en fait 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois avant pour bien se mettre dans la position. Parce que ce qui est important, c'est qu'on s'est aperçu, et les recherches, et ça c'est vraiment fondamental, que ce qu'on va faire en visualisation, ça recrée vraiment le geste dans le cerveau, la même façon, le même processus, sauf qu'on ne fait pas le geste à la fin. C'est ça qui est fou. Mais par contre, on le reproduit vraiment dans le cerveau. Mais il se passe la même chose dans le cerveau, et ça on l'a montré. Oui, on l'a démontré, et notamment, on l'a démontré aussi dans le processus de réathlétisation. C'est-à-dire les personnes qui sont blessées, en fait, ils vont pouvoir, s'ils travaillent bien mentalement la visualisation, l'imagerie motrice surtout, on verra que c'est l'imagerie motrice qui est importante, eh bien, ils reproduisent le geste sans le réaliser puisqu'ils sont blessés, mais on voit bien qu'ils prennent moins de retard que ceux qui ne vont pas le faire. Alors justement, ça nous donne une excellente transition vers le point suivant qui concerne la visualisation et l'action. Évidemment, cette visualisation et son pendant qui est l'action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que le corps se mette en mouvement et qu'il puisse appliquer les gestes qui ont été programmés, visualisés, testés. Comment est-ce qu'on fait le pont pour passer à l'action en fait? Quel est le process? En fait, le process, je vous ai amené une petite slide pour globaliser, parce que c'est assez complexe, mais pour que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même déjà imaginer et agir. C'est-à-dire que, voilà, c'est de voir qu'à un moment donné, il y a un processus cérébral, et puis aussi, il faut le mettre en relation avec la pratique qu'on va faire. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis après, on va pouvoir rentrer, justement, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est que les études montrent que les activations cérébrales, en fait, vraiment lors de la visualisation, sont les mêmes, en fait, observées lors de l'exécution réelle du mouvement. C'est-à-dire qu'on imagine, vous faites un geste en combat bien particulier. Là, vous n'allez pas forcément le mettre en pratique, vous n'êtes pas sur le tatami, mais vous allez chez vous et puis vous réimaginez en fait ce geste plusieurs fois. Eh bien, c'est la même similarité cérébrale, c'est-à-dire que vous pouvez le travailler aussi chez vous. Et ce qui est fantastique, c'est que vous allez créer justement, parce qu'on parlait de neuroplasticité, une sorte de plasticité cérébrale derrière, même dans le côté, vous voyez, imaginaire, qui va aussi conduire à des changements dans les connexions, et notamment favoriser on parlait des petits chemins neuronaux, etc., qui vont se reconstruire. Et finalement, vous allez vraiment consolider en fait ce geste. Et finalement, au bout du compte, ça permet une efficacité de la technique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à très haut niveau, tous ceux qui font de la visualisation, de l'imagerie motrice et de la visualisation, justement de l'imagerie mentale, c'est ceux qui réussissent les mieux. C'est-à-dire qui complètent en fait vraiment leur gestuelle justement sans que le corps soit justement soumis à des stress mécaniques, à la fatigue, etc. C'est ça, parce qu'à un moment donné, du coup, on a les limites du physique. Avec le surentraînement, il est quelquefois peut-être même impossible de pouvoir répéter des centaines de fois le même geste. Alors que là, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'en pratiquant de façon mentale ces gestes-là, on va faire le même travail en fait. C'est ça, là quand même un peu la révolution aussi, qui date quand même de plusieurs années, mais oui. C'est vrai qu'il y a eu des recherches scientifiques qui ont été réalisées, mais il n'y en a pas eu forcément énormément. Moi je parle aussi par exemple, on peut citer Émeric Guillot, qui travaille vraiment dans le domaine, qui est prof d'université à Lyon, qui travaille dans ce domaine-là, qui est vraiment très, très brillant et qui a énormément sorti d'articles sur le sujet, dont on va voir après les prochaines slides. Mais on voit bien que c'est un sujet qui a longtemps été mis de côté quand même, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait dire non, ce qui compte, c'est vraiment la pratique, c'est vraiment d'être sur le terrain, etc. Non, on se rend compte de plus en plus que justement, dans la préparation mentale, cette visualisation, ce geste à travailler chez soi, qu'on pourrait faire 3-4 fois la semaine, par exemple, est complémentaire et va amener vraiment des processus d'évolution, de progression de performance.
Alors, Éric Guillot, justement, que dit la science? Cela nous amène à nous interroger. Je sais que ça, c'est votre passion aussi, tout ce qui touche aux neurosciences. Et donc, d'un point de vue neurologique, comment ça se passe alors pour le coup? On voit bien qu'on a parlé vous voyez, du cortex prémoteur, le cortex frontal, hein, qui lui, au niveau des centres exécutif, on va dire, hein, vraiment de l'exécution et de la décision. Mais il y a plusieurs zones en fait qui sont touchées. Vous voyez, il y a aussi le côté des régions pariétales avec justement la formation des images mentales. Et tout ça, ça va s'interconnecter. Et puis après, des noyaux gris centraux et le cervelet. Alors, le cervelet, il y a des études assez récentes qui travaillent maintenant de plus en plus sur le cervelet. Alors, je ne peux pas vous en dire trop, mais c'est vrai que de plus en plus, on s'intéresse aussi à parce qu'en fait, il est vraiment lié aussi à la motricité, à l'équilibration, etc. Pas mal de choses. Il a du rôle possible aussi dans l'inhibition de la commande motrice. Donc, il est aussi très, très présent. Mais on voit bien que, pour résumer, il y a vraiment plusieurs zones qui vont être connectées et qui vont permettre justement de faire des réseaux qu'on est dans cette plasticité neuronale avec cette région pariétale, ce cortex frontal et puis les noyaux gris centraux. Donc on parlait dans les premières causeries justement de voir le côté aussi un peu amendé limbique, le côté cortex, etc. Alors, donc du coup, avec ces connaissances qui évidemment sont en cours, sont en développement, on est de plus en plus à même en tant que préparateur physique de disposer d'outils liés aux neurosciences qui vont rendre plus efficace finalement cette préparation mentale. Oui, tout à fait, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, la plasticité neuronale au niveau du pattern gestuel, au début, un débutant, si on prend un exemple tout simple, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des routines. Si pour la première fois, vous allez conduire votre voiture, je vous donne l'exemple de la conduite automobile. Vous rentrez pour la première fois dans une voiture, ce que vous faites au niveau visuel, vous ne regardez pas la route en fait. Vous allez plutôt regarder où passer les vitesses, éventuellement regarder les pieds parce qu'il faut mettre la pédale voyez, sur le frein, sur l'accélérateur et passer les vitesses. Et puis finalement, au bout du compte, ça va devenir une routine, vous voyez. Donc on va automatiser en fait le geste. C'est un petit peu la même chose en sport, c'est-à-dire à un moment donné, on va l'automatiser, mais à un moment donné, on va l'automatiser, mais on va le rendre de plus en plus perfectible. C'est-à-dire on va vouloir qu'il soit de plus en plus perfectible. Et puis on va même aller vers l'efficience, c'est-à-dire qu'il devienne efficace, économique, etc. Et bien là, la visualisation, l'imagerie motrice va certainement permettre justement de compléter, c'est-à-dire de travailler sur les aires qu'on a pu voir, notamment au niveau pariétal, cette coordination. Vous voyez, ça va justement, on va travailler vers l'efficience en fait. C'est-à-dire que les connexions vont se faire plus vite au bout du compte du geste, puisqu'on l'a travaillé régulièrement. Donc, finalement, quand on va le mettre en pratique réellement, eh bien, les connexions vont se faire plus rapidement, la coordination va être plus efficace. Alors, justement, donc, on va s'intéresser aux applications de la visualisation. Comment intégrer cette visualisation dans notre quotidien ? En fait, c'est vrai que dans le quotidien... c'est pas évident parce que c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a l'habitude de parler. Les entraîneurs ou les coachs sportifs, etc., n'ont pas forcément les compétences, vous voyez, pour accompagner dans ce domaine-là. Mais finalement, tout le monde en fait sans le savoir, vous voyez, de la visualisation. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer quand même, on va aller faire une compétition. Par exemple, dans 15 jours, on va faire une compétition très, très importante. On va déjà commencer à visualiser, finalement, au bout du compte, sans le savoir. On se projette. On se projette, exactement. Donc là, il va y avoir, comme on disait, des choses inconscientes, des choses conscientes, mais ce qu'il va falloir, c'est essayer d'avoir un petit peu plus de contrôle. Ça, cette notion de contrôle, elle va être quand même importante. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait avant la temporalité, c'est qu'il y a un minimum de contrôle sur la situation et qu'est-ce que je vais faire comme geste. Donc, est-ce que, je vais me mettre en position. Alors, soit un ancrage, parce que dans les domaines d'endurance, c'est plus dur, parce que c'est un geste répété, etc., on va tomber dans des fatigues. Par contre, dans des gestes qui sont assez précis, par exemple en athlétisme, en saut en hauteur, en saut en longueur, etc., là, ça va être intéressant, justement, de se positionner et de le travailler et de se mettre dans des situations, justement, de réussite, gestuelles, en fait, de réussite. Pardon.
On pourrait transposer ça d'ailleurs dans beaucoup de disciplines, parce que là, évidemment, c'est une causerie du sport, on parle de sport, mais finalement, ces techniques de visualisation, on peut les utiliser pour la musique, on peut les utiliser pour le bricolage, par exemple, pourquoi pas Tout à fait, et d'ailleurs, dans le domaine musical, il y a énormément de recherches qui se font justement dans ce domaine de la visualisation, parce que vous pouvez imaginer aussi, quand on joue d'un instrument, etc., après, on est obligé de se projeter finalement sur des mélodies, sur des choses. Et finalement, tous les musiciens le savent bien, c'est qu'à un moment donné, cette visualisation peut amener aussi à améliorer des compétences techniques. Ouais. Alors, cela nous renvoie au final sur la première série que vous avez proposée à nos téléspectateurs concernant l'expérience corporelle. Oui. On voit le pont là, avec l'expérience mentale, hein, vous nous l'aviez annoncé, mais cette expérience corporelle-là, finalement, elle dépend complètement de l'expérience mentale qu'on peut avoir en amont. On le sait aujourd'hui, plus on va pratiquer éventuellement la visualisation ou qu'on va effectivement avoir des techniques d'exploration mentale, plus on est capable, plus on peut prévoir éventuellement d'avoir des performances sportives prévisibles. Oui, et si on revient sur justement ces premières causeries, et notamment, on revient aussi à l'idée des sens. Notre vision, c'est un sens, mais en fait, c'est pas le seul. C'est que, par exemple, la visualisation, c'est pas uniquement que le visuel, c'est là où on peut se tromper. Mmh. C'est aussi, par exemple, comme Berthoz le dit, on l'a évoqué, le sixième sens, c'est la proprioception. La proprioception peut être aussi une notion de visualisation. Sentir, en fait, vous voyez, vraiment le côté de sentir les choses peut amener justement une représentation dans le cerveau et travailler sur la plasticité neuronale. Donc, il faut être très très vigilant quand on parle de visualisation parce qu'on pense souvent à la vision, mais en fait, c'est aussi la représentation mentale. Vous voyez, d'une sorte de carte mentale qu'on va mettre en place, une image mentale qu'on va mettre en place dans notre mémoire, dans notre encodage. Voilà, donc. Est-ce que par exemple, on parle aussi de beaucoup de handisport, est-ce que par exemple une personne atteinte de cécité visuelle peut faire de la visualisation ? Bien sûr, c'est là où justement, c'est là le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, il peut avoir sur le côté proprioceptif justement des retours finalement dans son cerveau qui vont l'aider à construire en fait justement un chemin vers la performance ou un chemin vers quelque chose d'amélioration parce qu'il va encoder, il va mettre les circuits comme on va dire, neuronaux, la plasticité neuronale qui va travailler à d'autres circuits et pas uniquement les circuits visuels. Donc c'est effectivement extrêmement intéressant. Alors du coup, donc, on peut améliorer ses compétences, hein, vous le précisez dans cette diapo, atteindre des objectifs, développer le potentiel. Alors, quelles sont les meilleures pratiques au final pour développer une visualisation efficace ? En fait, je vous ai amené aussi cette petite diapo parce qu'on parle beaucoup de visualisation et c'est plutôt, dans la science, on parle plutôt d'imagerie motrice. C'est-à-dire toutes les recherches scientifiques sont beaucoup plus basées sur l'imagerie motrice que sur le concept de visualisation. C'est vrai on pourrait dire que la visualisation est beaucoup plus globale et quand on va vers l'imagerie motrice, on va quand même préciser, vous voyez, plutôt une représentation mentale d'un mouvement, vous voyez, et de recréer une situation, un lieu précis ou un contexte dans sa propre tête. Voilà, on va être un petit peu plus précis dans l'imagerie motrice, alors que dans une visualisation, on a une imagerie visuelle où on pourrait aller dans le domaine, comme on disait tout à l'heure, du fantasia, quoi, de l'imaginaire, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une différence, il faut faire la nuance entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, faire le choix en tant que préparateur mental, peut-être d'aller vers un côté d'imagerie visuelle, c'est-à-dire d'aller dans l'imaginaire, etc. Parce que l'athlète en a besoin, parce qu'il a besoin de confiance en lui, il a besoin de recréer un monde. Et on va aller peut-être dans l'imagerie motrice à un moment donné, qu'on va aller plutôt sur des gestes précis ou des choses qui vont être importantes pour l'athlète. Vous voyez, donc c'est là, on va peut-être, dans l'imagerie motrice, aller plus loin sur des facteurs, on parle de vivacité, de clarté, de son, de sensation, vous voyez. Et peut-être dans la visualisation, on va peut-être aller plutôt vers un versant un peu plus émotionnel, vous voyez, un peu plus dans le domaine du fantasia. Donc oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de visualisation, pour les non-spécialistes, je pense qu'on intègre l'imagerie motrice. Oui. Là, vous êtes en train de faire
de préciser la différence, hein, cette capacité à créer des expériences visuelles du côté de la visualisation, ou plutôt du côté de l'imagerie motrice, être capable de répéter des gestes. J'avais vu d'ailleurs une interview une fois très intéressante de la psychologue de Teddy Riner, et la psychologue qui accompagne Teddy Riner depuis toujours. En fait, il a absolument besoin d'elle pour pouvoir développer ses qualités de champion, quoi. Oui, en fait, c'est là où c'est intéressant d'avoir justement un accompagnement. On parle d'accompagnement mental, préparation mentale, mais ce côté de l'accompagnement, il est intéressant parce qu'il y a des nuances, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va t'accompagner. Peut-être que Teddy Riner a besoin plus, à un moment donné, d'imaginer quelque chose et d'être dans la visualisation plutôt que de l'imagerie. Puis après, quand il va commencer à rentrer dans un circuit un peu plus compétitif, on va aller peut-être décortiquer un peu plus le geste, on va aller plus dans quelque chose, une technique particulière, une tactique particulière plus approfondie, où il va répéter, pour que le jour de la compétition où il y a un très très haut niveau, eh bien c'est une routine en fait. Voilà. Donc on va naviguer, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce concept de visualisation. Vous voyez, attention de rester trop focus sur ce versant. Finalement, on pourrait dire c'est du visuel, où on n'est que dans l'imaginaire, où on n'est que dans un geste. Non, c'est quand même un sujet très très vaste et encore un sujet de recherche qui va amener pas mal de thématiques nouvelles. Alors, Éric Lacroix, vous qui êtes un spécialiste de l'ultra-distance, de la préparation de trailers, de gens qui vont faire, par exemple, le Grand Raid, comment est-ce que vous mettez en pratique, justement, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ces techniques de visualisation ou d'imagerie motrice? Alors, c'est vrai que dans le domaine de l'endurance et notamment dans les conditions extrêmes, c'est assez complexe parce que le geste, en fait, il est répétitif. C'est-à-dire courir dans une montagne, quel que soit le terrain, en fait, c'est très répétitif et en fait, il va avoir un taux d'usure. On va être plus dans une visualisation qui va être effectivement tournée, non pas vers le côté imaginaire, mais vers un côté d'ancrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la fatigue va s'installer, eh bien, on peut visualiser, par exemple, quelque chose qui va amener peut-être un peu plus de joie ou de force. Vous voyez, donc, on peut donner, par exemple, l'exemple de dire à la personne, voilà, vous imaginez une belle image, une image où vous avez été très, très fort. Et vous la mettez en panoramique, voire sur un grand écran. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est-à-dire on va amener un côté émotionnel, et on va mettre peut-être des nuances, c'est-à-dire mettez de la couleur, une couleur vive, très très vive. Alors généralement c'est une image qui amène de la joie, hein. Mettez quelque chose de très très vif, visualisez et voilà. Et là, en même temps qu'on va faire par exemple du travail de respiration, on va se retrouver dans un état justement assez bien. Et on va amener à ce moment-là peut-être un ancrage. Là, je vais appuyer mon doigt par exemple sur mon poignet où je vais serrer les deux doigts. Et quand je vais par exemple serrer les deux doigts, je vais augmenter la taille de l'image. Elle va avoir beaucoup de lumière et ça va me donner beaucoup de force, vous voyez. Donc, avec la visualisation, on met aussi un point d'ancrage, par exemple, et on le travaille régulièrement. Et en fait, dans la course, à un moment donné, si la personne va commencer à sombrer, si elle va faire le geste, elle aura fait, en fait, comme on a vu tout à l'heure, une sorte de schéma neuronal. Elle aura encodé quelque chose de visuel, une perception, vous voyez. Et au bout du compte, le petit ancrage ici va ramener... réactiver pendant l'épreuve, même après... On est vraiment dans le domaine de la visualisation. C'est-à-dire l'image va revenir de cet écran de cinéma avec ses couleurs, etc. Donc, on prépare en amont, on développe des techniques d'ancrage qu'on peut réactiver pendant les épreuves, notamment les épreuves extrêmes. Voilà, et là, on est différent d'un sport assez... En fait, on a vous voyez, des choses un petit peu plus ouvertes ou fermées, c'est-à-dire ce qu'on appelle des habilités fermées, des habilités ouvertes. Nous, on est vraiment dans un domaine d'incertitude avec beaucoup d'habilités ouvertes, alors que dans un sport, un saut, bien, vous avez une habileté fermée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va générer un geste, répéter, pour qu'il soit optimisé au maximum en fonction de l'athlète et de son potentiel.
Eh bien, merci beaucoup, Éric Lacroix. C'était une fois de plus passionnant, mais nous allons poursuivre cette série, puisque nous allons poursuivre pour l'exploration mentale et l'intelligence émotionnelle, mais comme à votre habitude. Ouais, c'est pour alimenter votre petite bibliothèque. Voilà, petite bibliothèque. Alors, vous aimez présenter des ouvrages. J'amène effectivement des ouvrages qui sont pas loin du sujet qu'on parle, mais pas forcément tout le temps, mais il y a quand même sur le côté de la visualisation et notamment pour les sports d'endurance, je trouve quelque chose d'intéressant. C'est ce livre de, vous voyez, de Cerveau et Nature, voilà, qui est de Michel Van Leeuwen, qui a fait aussi un livre qui s'appelle Cerveau et Silence. Mais il est intéressant parce que justement, on va dans une autre notion. D'aller chercher un peu le côté, ce versant imaginaire, de se le mettre aussi, notamment dans les sports d'endurance. Ensuite, ça, je l'avais déjà présenté, mais je pense qu'il est fondamental à lire, notamment Antonio Damasio, qui est neuropsychologue, qui travaille vraiment sur les émotions, mais ce livre, en fait, va sur le côté du sentir avant du ressentir. Ça, c'est une notion, une nuance très, très importante, c'est-à-dire on sent, c'est-à-dire avant de ressentir, d'interpréter, on va sentir les éléments. Et lui travaille beaucoup là-dessus. Et après, sentir et savoir, je trouve que le titre est vraiment évocateur. Quelque chose beaucoup plus actualisé maintenant, de plus en plus, et notamment dans les domaines de la psychologie, de la psychanalyse aussi, c'est tout ce qui concerne le côté sensorimoteur. Et en fait, Pat Hodgkin, qui a été traduit, vous voyez ici par Julien Baudel, c'est un ouvrage qui parle du trauma et du corps, c'est-à-dire que le côté sensorimoteur, on en parlait, vous voyez, sur le geste, va amener automatiquement aussi une conduction, c'est-à-dire vraiment, là, on n'est pas dans le dualisme cartésien, on est vraiment entre le corps et le fonctionnement psychique. Vraiment, c'est vraiment fortement relié, on a vraiment énormément de capteurs, énormément de choses, et encore énormément de choses à découvrir dans le sensorimoteur. Bien, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Voilà, donc nous allons poursuivre cette exploration très prochainement en tous les cas. Merci beaucoup pour cette émission passionnante. Et puis à très bientôt donc pour la prochaine émission, la numéro 4, qui sera consacrée à l'intelligence émotionnelle. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.